L'Europe et l'Asie se rencontrent en ce moment à Milan, en Italie. 52 pays qui représentent 60% du commerce mondial, réunis pour le 10e sommet du dialogue Asie-Europe. On en parle dans le grand angle du 64 minutes. Alors, deux invités avec nous sur notre plateau. D'abord, Caroline Postel-Vinet, bonsoir. Bonsoir. Caroline Postel-Vinet, vous êtes directrice de recherche au CERI, c'est le centre d'études de Sciences Po. Vous êtes une spécialiste, on peut le dire, de l'Asie, du Japon en particulier, et du G20, aussi de cette gouvernance politique et économique mondiale. Ça va être utile dans le débat qu'on va avoir. Et puis, Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien ambassadeur de France. Entre autres, vous avez été en poste au Vietnam, en Inde, en Russie, en Espagne, et aujourd'hui vous représentez la France au Conseil des gouverneurs de cette fondation Asie-Europe. Alors je pose d'ailleurs la première question. Honnêtement, peu de gens connaissent ce sommet de l'ASEM, ce sommet Asie-Europe, ce dialogue Asie-Europe, en dehors de l'importante actualité ukrainienne dont on a parlé tout à l'heure. À quoi sert ce genre de sommet Europe-Asie ? Bon, en effet, ça ressemble à un secret bien gardé. Ouais. Mais en réalité, comme vous l'avez dit, c'est la 10e réunion des chefs d'État et de gouvernement. En réalité, c'est une initiative française et singapourienne à l'origine. Les dirigeants de Singapour étaient venus nous voir en 1995 et avaient dit, mais dans le fond, il y a des rapports très étroits au niveau transatlantique. Les Américains sont en train de négocier des traités de libre-échange avec l'Asie. Il faudrait quelque chose entre l'Europe et l'Asie. Pourquoi pas un dialogue politique, un dialogue économique entre l'Europe et l'Asie. Et ça a donné très rapidement le premier sommet qui s'est tenu à Bangkok au printemps 96. Et je crois que ça fabrique de la confiance d'abord, parce qu'on se parle. C'est important pour le commerce. Voilà, ça fabrique de la confiance, on se parle. Et puis aujourd'hui, où les États membres sont beaucoup plus nombreux, en 96 on était 25, aujourd'hui on est 52, comme vous l'avez dit, les organisateurs ont, depuis quelques années, ont inventé l'idée d'une formation restreinte, une retraite, dans laquelle il y a uniquement les chefs de délégation qui se parlent à cœur ouvert, dans le fond, sans témoins extérieurs. Et les chefs d'État et de gouvernement assistent à chaque sommet ? Absolument. Ouais. Pour une autre raison, c'est que c'est en 24 heures l'occasion de rencontrer tous les chefs d'État et de gouvernement de l'autre côté. Et il y a évidemment de nombreuses rencontres bilatérales en marge. Vous l'avez dit, il y a les 28 pays de l'Union européenne, plus, je crois, la Suisse et la Norvège. Depuis 2 ans. Donc à peu près tous les pays européens sont là, pratiquement tous les pays asiatiques. Donc l'objectif, c'est d'accroître les investissements de part et d'autre et les échanges commerciaux entre les deux continents. Oui, alors ça n'est pas un traité. Bien sûr, les traités ils sont conclus par l'Union européenne s'il s'agit de traités commerciaux. Et puis les partenariats stratégiques sont conclus par les États membres, quelquefois par l'Union européenne, avec un dialogue stratégique qui porte spécifiquement sur tous les sujets, avec chacun des pays pris isolément, ou en tout cas ceux avec lesquels nous avons les rapports les plus denses. Là, il s'agit d'une plateforme multilatérale de dialogue dont l'objectif essentiel est en effet de créer la confiance et de discuter de tous les sujets, y compris les droits de l'homme d'ailleurs. C'est important, surtout en Asie. Alors, Caroline Postel-Vinet, il y a beaucoup d'obstacles au commerce. Alors, on parle souvent des barrières douanières, on parle des taxes. Qu'est-ce qui freine en fait aujourd'hui les échanges entre l'Europe et l'Asie ? Alors c'est très compliqué parce que là on parle de l'Europe et de l'Asie, donc on parle de deux entités, mais ensuite il y a les questions aussi bilatérales et il faut savoir que à l'intérieur de l'Asie, on n'est quand même pas du tout dans la même situation que l'Union européenne. On en est à créer des nouvelles zones d'échange, etc. C'est pas du tout aussi construit. Donc vous avez deux partenaires qui ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que l'intégration européenne est beaucoup plus avancée que l'intégration asiatique. Bien sûr, et c'était un peu un des rêves au début de la SEM, c'était qu'on allait encourager les Asiatiques à se consolider. Or, on voit bien qu'on est plutôt en arrière maintenant, par rapport à 96. On est plutôt en arrière en Asie en termes de coopération régionale. Alors je peux poser ma question autrement. Quels sont les obstacles à l'intérieur du continent asiatique ? On connaît les tensions aujourd'hui entre le Japon et la Chine, par exemple. On connaît aussi l'émergence de la Chine en mer de Chine, les ambitions de la Chine dans cette région du monde. Tout ça, ce sont plutôt des facteurs positifs ou au contraire qui freinent les échanges commerciaux entre ces pays ? Mais c'est extraordinaire parce que si vous voulez, le Japon et la Chine sont quand même les respectivement deuxième et troisième puissance économique mondiale. Et aujourd'hui,
leurs échanges entre le Japon et la Chine, mais aussi entre le Japon et la Corée du Sud, ont baissé suite aux controverses historiques et aux problèmes mémoriels, etc. Donc il y aurait une rationalité à ce que ces pays coopèrent, mais on est en réalité dans une situation assez tendue et où le politique agit a un impact sur l'économique. Vous qui êtes un bon observateur aussi de l'Asie, l'intégration transversale, je dirais interasiatique, elle a du retard sur l'Europe ? Oui, bien sûr. Mais ce qui progresse, je suis peut-être un tout petit peu un peu plus optimiste que Carolina, ce qui progresse, c'est dans le fond l'ASEAN. Il y a 15 ans ou 20 ans, tout le monde était assez sceptique. C'est l'association des pays de l'Asie du Sud-Est. Des 10 pays de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, ils sont 10. Et il est vrai qu'il y a 15 ou 20 ans, on était un petit peu sceptique parce que c'est vrai qu'il y avait assez peu de complémentarité entre eux. Et en réalité, de façon assez habile, ils ont fait une coopération qui, quels que soient les régimes politiques, quelles que soient les différences, quel que soit, progresse très lentement, sans bruit. Et finalement, ce sont eux, les pays de l'ASEAN, et n'oubliez pas que Singapour, qui est à l'origine de l'ASEM, est l'un des moteurs de l'ASEAN, sont allés trouver... Singapour, c'est une toute petite île, très dynamique. Le port de Singapour est un grand port, mais en même temps, c'est un moteur qui ne suffit pas à lui-même. Mais ils disent eux-mêmes, quand on est petit, il faut avoir beaucoup d'idées. Et ils ont beaucoup d'idées. Et ils sont allés voir les Chinois, ils sont allés voir les Japonais, ils sont allés voir les Coréens du Sud, pour dire pourquoi est-ce qu'on discuterait pas entre nous les questions de sécurité. Et ça a donné l'Asia Regional Forum, où les 10 de l'ASEAN discutent avec les 3 de l'Asie de l'Est, et invitent d'ailleurs à certaines de leurs réunions les grands partenaires mondiaux que sont les États-Unis, l'Union européenne, la Russie. Et donc tout ça progresse petit à petit. Ça n'a rien à voir avec l'intégration européenne. C'est un processus asiatique très complexe et en effet qui reste encore beaucoup trop morcelé. Quand on parle du sommet Europe-Asie, on oublie un acteur très important, c'est les États-Unis qui jouent un rôle très important dans cette région. Bien sûr, absolument. Mais si vous voulez, il y a deux Asies. Mais dans cette Asie, vous avez effectivement l'Asie du Sud-Est qui est coopérative et qui est vraiment l'acteur sur lequel on va s'appuyer maintenant. Alors ça, ce sont les grands acteurs, c'est quoi ? C'est la Thaïlande, c'est le Vietnam, c'est des pays comme ça ? Oui, l'ASEAN en soi. Alors le Singapour, ils sont très créatifs sur le plan diplomatique, c'est assez extraordinaire. Et ensuite, vous avez le Nord-Est, et ça, c'est une autre histoire quand même. Et le Nord-Est, c'est quand même, encore une fois, j'insiste, c'est quand même la deuxième et la troisième puissance économique mondiale, sans parler du militaire. Donc, si ces deux grands-là ont des problèmes, c'est quand même un problème pour toute l'Asie. Mais c'est vrai, et l'ASEAN, enfin l'Asie du Sud-Est, retrouve son rôle d'intermédiaire entre les deux grands qui ont du mal à se parler. Et les États-Unis voient d'un bon œil le développement des relations économiques entre l'Asie et l'Europe. Depuis le début, mais alors là, je parle sous couvert de l'expert, mais ont toujours eu quand même une certaine ambiguïté parce qu'il y avait la Pax Americana, c'était quand même eux qui étaient les gendarmes du coin, et ne serait-ce que la relation bilatérale nippo-américaine, c'est la plus grosse relation bilatérale du monde. Donc, oui, je crois qu'il faut rappeler, par exemple, qu'il y a encore 30 000 soldats américains basés au Japon aujourd'hui. Oui, un peu plus d'ailleurs. Alors, là où la situation a changé depuis 18 ans, c'est que effectivement les États-Unis ne veulent plus s'impliquer, et ça c'est vrai pour tout le monde entier, pour toute la planète, ne veulent plus être le gendarme du monde comme ils l'ont été il y a 20 ans encore. Même si on dit souvent que le pivot de la diplomatie américaine aujourd'hui, c'est l'Asie, et en particulier cette mer de Chine. C'est le terme qui a été employé, mais concrètement, les États-Unis sont dans le smart power, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est plus léger et plus efficace en principe. Mais les Japonais sont en plein redéploiement de leur diplomatie, en particulier vers l'Europe et notamment la France. On a maintenant signé un partenariat d'exception avec le Japon parce que les Japonais savent très bien que les États-Unis, concrètement, s'il y a un problème dans le détroit de Taïwan, s'il y a un problème sur la péninsule coréenne, il va falloir quand même qu'ils comptent un peu sur eux-mêmes. Votre analyse sur le rôle des États-Unis dans ce commerce triangulaire, j'allais dire, entre l'Europe et l'Asie. Il faut d'ailleurs réintroduire en effet le rôle de l'Europe, parce qu'actuellement, j'ajouterais qu'il y a une sorte de compétition entre l'Europe et les États-Unis pour conclure des accords de coopération de nouvelle génération, des accords économiques qui portent non seulement sur le commerce, mais aussi sur les investissements. Et l'Union européenne conclut des accords de ce type, ou cherche à conclure des accords de ce type avec chacun des pays pris isolément, puisque l'ASEAN n'a pas cette compétence
compétence globale en tant que telle, les États-Unis ont proposé, maintenant depuis 2 ans, un partnership à l'ensemble des pays de l'Asie qui comporte effectivement des clauses très 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 allantes sur le plan des investissements, sur le plan, et il y a une concurrence évidemment s'agissant des normes. Est-ce que ces accords se feront suivant les normes européennes ou suivant les normes asiatiques? On a dit souvent que l'Asie était l'atelier de l'Europe, l'atelier des pays développés. C'est fini, ça. Aujourd'hui, ce sont de vrais partenaires. Oui, enfin, l'Asie est très diverse, hein. Aussi, comparé à l'Europe, vous avez des différences. D'abord, vous avez des différences. C'est vrai que ce qui se passe en Birmanie ou au Vietnam n'est pas ce qui se passe en Corée du Sud. Premièrement, et ensuite, vous avez des pays très compliqués comme la Chine, qui sont des pays qui sont à la fois très riches et très pauvres. La Chine est dans le G20, la Chine est la 2e puissance économique du monde, mais elle a un taux d'illettrés, un taux de gens vivant sous le seuil de pauvreté qui est énorme. Ouais. Pour un pays, enfin pour la 2e puissance économique du monde. Justement, peut-être la croissance économique jusqu'ici dans ces pays-là a surtout été basée sur les exportations. Oui. Il faudrait peut-être aujourd'hui que ça passe aussi par la consommation à l'intérieur des pays, et en particulier de la Chine. C'est peut-être là une des clés du développement économique et donc des échanges avec l'Europe. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est une voie, mais enfin c'est là, franchement, la Chine est confrontée, en particulier la Chine est confrontée à des pays, à des problèmes qui sont à la fois des problèmes de pays riches et de pays pauvres, simultanément. C'est-à-dire qu'elle a géré un développement, mais elle a géré des problèmes qui sont tout à fait comparables. D'ailleurs, c'est vrai de tous les émergents. Hein. C'est quelque chose qui est très nouveau pour nous, les Européens, d'avoir... Mais pour l'Europe, justement, l'Asie, c'est un marché intéressant. Il y a des consommateurs. Par exemple, en Chine, aujourd'hui, le niveau de vie augmente régulièrement. Il y a vous avez une grande bourgeoisie chinoise, enfin une grande partie de la société chinoise qui sont bourgeoises et même si c'est qu'un pourcentage de la société chinoise, en millions de personnes, ça fait beaucoup et ça fait un vrai marché pour les Européens, c'est sûr. Et vous avez dit tout à l'heure, le principal, c'est la confiance. On ne peut pas faire de commerce et de faire des affaires s'il n'y a pas la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance, elle existe entre les... Elle existe. Je crois qu'il faut dire qu'elle existe sans naïveté. Parce qu'il faut ajouter aussi, pour que le paysage soit complet, que la Chine est progressivement devenue le principal partenaire économique de tous les pays de la zone, sans aucune exception. Donc ça crée évidemment un élément nouveau par rapport à la situation d'il y a 15 ans. On ne fera rien sur la Chine. Et la Chine évolue. Elle n'exporte pas vers ces pays uniquement des produits bas de gamme. Elle commence maintenant à monter en gamme et à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc en effet, il y a une redistribution complète dans la région qui se fait, et l'Europe a en effet un jeu à jouer. De toute façon, c'est la principale zone du monde où il y a une croissance économique. Les marchés en croissance, ils sont là. Et en Afrique aussi. Et en Afrique. On en reparlera peut-être une autre fois. Merci à tous les deux. Merci. Caroline Postel-Vinet. Merci Claude Manche-Maison d'avoir été les invités du 64 minutes ce vendredi. Merci beaucoup.